Alors, on doit, comme vous le savez, au mouvement féministe d'avoir mis en cause les frontières entre public et privé, en affirmant que le privé est politique, et d'avoir permis la dénonciation de faits auparavant le plus souvent passés sous silence, les violences faites aux femmes et aux filles au sein des familles, qu'elles soient commises par un conjoint ou par un parent autre que le conjoint. Alors les féministes se sont attachées dès les années 70 non seulement à faire changer les lois concernant ces violences, mais également, dans le même mouvement, à engager des actions en organisant des groupes de parole et en créant des structures d'accueil et d'hébergement. Alors il ne s'agissait pas de faire du social pour faire du social, mais de traduire concrètement la perspective émancipatrice du mouvement, libérer les femmes de l'emprise de ces violences perpétrées au sein des familles et considérer, au même titre que les agressions commises par des inconnus, dans l'espace public par exemple, comme un mécanisme fondamental de contrôle social, à la fois un produit et un outil de la domination patriarcale. Alors, grâce notamment aux résultats des études quantitatives menées par des chercheuses féministes qui ont révélé l'ampleur du phénomène, le courant féministe a joué un rôle tout à fait essentiel dans le dévoilement des violences faites aux femmes et dans leur construction en cause publique. Toutefois, le discours féministe s'est trouvé depuis contesté et parfois marginalisé par une perspective qui gomme la dimension structurelle de ces violences et préfère la catégorisation en termes de violence intrafamiliale. Et là, je renvoie au débat américain dont il serait trop long de faire état ici. Alors, le choix terminologique et la posture théorique qui sous-tend ce choix implique évidemment des politiques différentes de prise en charge, tandis que la perspective féministe avait axé principalement son action sur l'accompagnement, le soutien et l'hébergement des victimes. La seconde perspective, dominée par le paradigme du dépassement de la crise conjugale ou familiale, prône davantage la restauration des liens distendus. C'est l'ancrage de ces enjeux idéologiques et politiques en Nouvelle-Calédonie qui constitue l'objet de ma communication. Alors, je vais rappeler d'abord quelques données sur l'ampleur des violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie, puis j'examinerai le spectre des réponses politiques qui se sont succédées au cours de ces 15 dernières années, en montrant que les formes de l'action publique ou de l'inaction publique diffèrent selon qu'elle est initiée en termes de violences faites aux femmes ou alors engagée en termes de violences intrafamiliales. Et puis je conclurai sur les développements très récents de la question et sur les limites d'une réponse à l'explosion des dénonciations qui paraît privilégier en Nouvelle-Calédonie la justice pénale. Alors, il est nécessaire de rappeler quel était le contexte en Nouvelle-Calédonie qui a présidé à la réalisation d'une étude quantitative en population générale féminine sur les violences faites aux femmes, qui a été appelée « Santé, conditions de vie et de sécurité des femmes calédoniennes » au début des années 2000. Quelques années auparavant, 2 associations de lutte contre les violences s'étaient créées, l'une centrée sur les violences sexuelles, l'autre sur les violences conjugales, et ces associations, toutes deux présidées par des femmes kanaks, Marie-Claude Gibaou et Eliane Ixeko, avaient sensibilisé les nombreuses associations féminines dans les communes rurales. Celles-ci avaient mis pour la première fois la lutte contre les violences faites aux femmes à leur agenda. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse venait enfin d'être votée en Nouvelle-Calédonie
en 2000, 25 ans après la métropole, et des femmes étaient en train de s'organiser pour exiger l'application de la loi sur la parité politique à la Nouvelle-Calédonie, qui était loin de faire l'unanimité. Alors, dans ce contexte très particulier, et grâce à l'implication de quelques élus féministes kanaks, indépendantistes, notamment l'écrivaine et poétesse Dewe Gorodé, dont certains parmi vous, je pense, connaissent les écrits, les institutions locales ont accepté de contribuer au financement de cette étude sur les violences faites aux femmes, ce qui lui a donné une certaine légitimité. Les données ont été recueillies en 2002-2003, au même moment que se déroulait l'enquête sur les violences faites aux femmes en Polynésie française, avec un questionnaire proche, mais cependant une particularité, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, on demandait à la répondante la communauté à laquelle elle se sentait appartenir, si bien que l'étude permet d'objectiver les taux de violence selon la communauté d'appartenance des femmes. Alors pourquoi était-il essentiel de poser la question de la communauté auto-perçue, alors qu'à l'époque, la question avait été supprimée du recensement et de toutes les études officielles en Nouvelle-Calédonie suite à l'intervention de Jacques Chirac, le président de la République, sur demande des loyalistes de Nouvelle-Calédonie qui voulaient éviter de renseigner le flux migratoire en provenance de la métropole. Eh bien, parce que la présence de plusieurs communautés constitue le trait marquant de la société calédonienne contemporaine qui résulte d'une colonisation de peuplement dans laquelle, progressivement, les Kanaks, la population autochtone, s'est trouvée mise en minorité. Alors, lors du dernier recensement avant cette étude, dans lequel il y avait encore les données communautaires avant qu'elles ne soient supprimées, les Kanaks constituaient 44% de la population, suivis par les Européens, 34%, et loin derrière, les Polynésiens qui vivent en Calédonie, c'est-à-dire des Wallisiens, des Futuniens et des Tahitiens, 12%. Avec cette particularité que les Kanaks vivent majoritairement dans les zones rurales des provinces nord et îles Loyauté. Alors, province nord en vert, province des îles en bleu, tandis que la population européenne et celle des autres communautés résident surtout dans le Grand Nouméa, seule zone véritablement urbanisée et qui totalise à elle seule 60% de la population. Alors, en Nouvelle-Calédonie, la superposition quasiment terme à terme des clivages communautaires et des différenciations socio-économiques demeure toujours frappante. Les Kanaks, ainsi d'ailleurs que les Polynésiens immigrés ou issus de l'immigration, sont globalement situés au bas de l'échelle des diplômes, des professions et des revenus, alors que les Européens, calédoniens de naissance et davantage encore les métropolitains, occupent une position plus favorisée. À noter cependant une différence entre Kanaks et Polynésiens. Une majorité des Kanaks sont encore des ruraux, même si depuis les années 2000, l'urbanisation kanak a beaucoup progressé, tandis que les Polynésiens de Nouvelle-Calédonie sont quasiment tous des urbains. Alors les taux de violence retrouvés sont proches de ceux constatés en Polynésie, un peu plus élevés encore. Ils indiquent des différences significatives selon la communauté. Les femmes kanaks sont dans la position la plus défavorable, les européennes dans celle qui est la moins défavorable, bien qu'elles soient davantage exposées aux violences qu'en France métropolitaine. Quant aux Polynésiennes, elles sont dans une situation intermédiaire entre les deux groupes. Alors, comme partout,
C'est dans le couple que les femmes subissent le plus de violences. Au cours de l'année précédant l'enquête, 32% des femmes kanaks, 4 fois plus que les européennes, ont déclaré avoir reçu des coups. Alors, ces coups souvent se répètent et se cumulent avec des violences verbales, psychologiques et parfois économiques. Alors, il ne s'agit pas de simples disputes de couple, mais plutôt de ce qu'un auteur américain, Michael Johnson, appelle terrorisme intime et contrôle coercitif. Les plus exposés sont les jeunes de moins de 25 ans, celles qui vivent dans les zones rurales, tout particulièrement aux îles Loyauté, et celles qui n'ont pas d'autonomie économique. Les viols conjugaux sont également plus hauts chez les femmes kanaks que chez les autres. Et à la différence des autres types de violences psychologiques, verbales et physiques qui ont tendance à diminuer dans les unions les plus anciennement constituées, la fréquence des viols conjugaux ne décroît pas avec l'âge. Il existe aussi une proportion non négligeable, puisque ça concerne 10% des femmes kanaks parmi les répondantes, qui subissent des violences physiques perpétrées par un ou des membres de leur famille autres que le conjoint ou le partenaire, avec souvent, en plus des violences verbales et psychologiques, et aussi des violences sexuelles dans 3% des cas. Là encore, les jeunes femmes sont les plus vulnérables, les rapports d'âge et de genre se cumulent. Bien évidemment, on comprend que dans l'espace insulaire, il est souvent difficile aux femmes de s'éloigner quand les rapports familiaux se dégradent. Un facteur qui est majoré encore par l'imbrication et parfois la superposition des réseaux familiaux et des autres réseaux sociaux, surtout dans les zones rurales, l'échappatoire pour les femmes en grande difficulté restant évidemment le départ vers Nouméa, mais ce départ lui-même nécessite un minimum de moyens matériels et d'autonomie. Alors les taux différenciés retrouvés dans cette étude ne remettent pas en cause l'affirmation féministe selon laquelle la violence de genre concerne tous les milieux, mais il souligne qu'en Nouvelle-Calédonie, elle ne les touche pas tous également. La surexposition des femmes kanaks paraît résulter d'une conjonction entre une histoire coloniale particulièrement violente, la pauvreté, la ruralité et l'isolement géographique, les consommations massives d'alcool et des normes de genre et d'âge encore très inégalitaires qui légitiment les hommes à faire usage d'un certain degré de violence. Alors, il n'y a pas eu à ce jour d'autres enquêtes menées à l'échelle du pays sur les violences faites aux femmes, mais les résultats de cette étude de 2003 ont été tout à fait corroborés par une enquête menée en 2011 sur la condition féminine aux îles Loyauté, où 98% des femmes sont kanaks, je vous le rappelle, et sur 186 femmes interrogées, à la question « Votre mari a-t-il déjà été violent ?», 32% des femmes ont répondu oui et 23% souvent ou toujours. Alors, voyons maintenant le spectre des réponses politiques. Alors, cette question des violences faites aux femmes s'est invitée pour la première fois dans une campagne électorale en 2004, une campagne pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, au moment même où étaient rendus publics les résultats de l'étude. Cette année-là, grâce à l'application de la loi sur la parité politique, sont arrivées en politique de nombreuses femmes issues du mouvement associatif. Et dans le gouvernement issu de ces nouvelles élections, un gouvernement lui-même très féminisé, avec une présidente calédonienne européenne sensible aux questions sociales et une vice-présidente kanak indépendantiste et féministe,
un secteur qui auparavant n'existait pas a été créé, celui de la condition féminine. Alors, outre la réalisation d'un certain nombre de campagnes de sensibilisation destinées au public et aux professionnels de santé sur les violences faites aux femmes, malheureusement trop ponctuelles, une mesure importante a été rapidement décidée en faveur des femmes les plus pauvres afin de leur permettre d'élever leurs enfants. C'était les allocations, la décision de donner des allocations familiales de solidarité aux familles qui n'avaient pas de revenus ou un revenu extrêmement faible. Et l'année où ces allocations sont devenues effectives, en 2007, plus de 700 mères célibataires kanaks ont demandé à l'état civil de statut coutumier l'annulation de l'adoption de leur enfant par leurs parents pour le reprendre à leur nom à elles et l'élever. Rapidement, un bureau d'aide aux victimes a été créé au sein de la police pour accompagner les victimes de violences dans le suivi des plaintes, avec une assistante sociale chargée de faire le lien avec les services sociaux et les associations. La même année, toujours en 2005, une étude de faisabilité d'une unité médico-judiciaire était demandée par le procureur pour éviter aux victimes le parcours pénible entre l'hôpital et le commissariat. Et d'ailleurs, 15 ans plus tard, maintenant, l'unité médico-judiciaire en question, bien qu'inaugurée à la va-vite avant les dernières élections locales d'avril 2019, ne fonctionne toujours pas. Alors, enfin, dans les mesures prises, la province Sud a ouvert à Nouméa une structure dédiée à l'accompagnement des victimes qui s'est appelée le Centre de traitement de jour des violences faites aux femmes, le Relais. Mais rapidement, après que l'élu de la province Sud en charge des droits des femmes et de cette structure, qui avait auparavant dirigé l'association Femmes et Violences Conjugales, soit décédé, l'approche au Relais est devenue plus familialiste que féministe. Et au vu du poids idéologique des églises en Nouvelle-Calédonie, y compris chez les élites politiques calédoniennes d'origine européenne et de leur conservatisme, ce n'est pas très surprenant. Dans cette approche, les violences étaient perçues comme un fléau social, au même titre que l'alcool, le cannabis ou la délinquance des jeunes, une sorte de dégénérescence du corps social qui concernait électivement, sans que ça soit jamais dit publiquement, naturellement, le monde kanak. Avec dans l'équipe de bénévoles et de travailleurs sociaux européens du Relais une conception que je qualifierais de culturalo-paternaliste de l'accueil des femmes kanak qu'il aurait fallu, pour les mettre à l'aise, asseoir sur une natte, alors que toutes chez elles ont des chaises et une table. Bon, passons. Alors, dès 2006, cette structure, le Relais, dans cette nouvelle approche familialiste, a fait appel à l'Association pour la médiation en Nouvelle-Calédonie pour des accompagnements en couple ou en famille. Et le Relais est devenu le centre de traitement des victimes et des auteurs de violences conjugales. Or, même en Nouvelle-Zélande, où, alors là, je parle sous le contrôle de la collègue néo-zélandaise, or même en Nouvelle-Zélande, où la justice restaurative est développée depuis longtemps, un rapport de 2004 sur les meilleures pratiques en la matière recommande la prudence dans l'usage de la médiation en cas de violence conjugale, familiale ou sexuelle. La loi espagnole de 2004 contre la violence de genre, la loi catalane de 2008, ainsi que plusieurs textes onusiens à partir de 2010, interdisent également le recours à la médiation tant familiale que pénale en cas de violence de genre. En France, le guide de prise en charge des violences conjugales édité par le ministère de la Justice en 2011 précise que le recours à la médiation comme alternative aux poursuites pénales, je cite,
doit être tout à fait résiduel, voire exceptionnel. Cependant, de 2008 à 2015, jusqu'à ce qu'un nouveau procureur nommé à Nouméa fasse cesser cette pratique, la médiation pénale au relais, la structure entre-temps avait été rebaptisée Centre de traitement des violences intrafamiliales. Donc la médiation familiale a été systématiquement prescrite comme alternative aux poursuites pour les auteurs de violences conjugales primo-délinquants. Alors je ferai remarquer que ceux que la justice considérait comme primo-délinquants étaient ceux qui jusque-là n'avaient pas fait l'objet d'une plainte, mais qu'ils pouvaient très bien avoir en réalité fait subir à leurs compagnes des maltraitances répétées sur des années. Alors le dispositif évitait aux auteurs d'aller au procès, ce qui était avantageux pour eux, et il désencombrait le tribunal correctionnel, ce qui était intéressant pour l'institution judiciaire. Mais son bénéfice pour les victimes, en revanche, apparaît beaucoup plus problématique. La médiation, en effet, repose sur le principe de l'égalité entre les parties, censées trouver leur propre solution aux conflits qui les opposent, avec l'aide d'une personne médiatrice neutre dans un cadre confidentiel. Or, dans la violence de genre, il n'y a pas d'égalité des parties, puisque cette violence s'inscrit précisément dans un rapport de domination, ce rapport de domination des hommes sur les femmes. Dans les séances de médiation, la victime se retrouve face à son agresseur et il n'existe aucune garantie par rapport au risque de revictimisation, notamment psychologique et verbale. Souvent, c'est même la victime qui est culpabilisée comme étant celle dont les remarques ont lancé la dispute et qui aurait de ce fait provoqué le comportement agressif du conjoint. Il n'est pas évident non plus que ce recours soit très adéquat pour conscientiser l'auteur, car avec le modèle de responsabilité partagée qui prévaut dans la médiation, sa responsabilité est souvent minorée. Alors, les propos tenus dans une interview au journal local par la psychologue du Relais sont sans équivoque. Elle explique, je cite, « Parfois, des personnes se présentent comme des victimes et prennent conscience qu'elles peuvent avoir des comportements violents. Il y a les violences mixtes, où l'un et l'autre se renvoient à un comportement violent. » Bon, on saisit ici comment l'idée d'une symétrie des violences participe à leur relativisation. Alors, comme je l'ai mentionné au début de ma communication, la dernière décennie du XXe siècle avait été favorable aux femmes, et en particulier aux femmes kanaks. Un backlash les a cependant vite remises face aux tenants des structures anciennes de la domination masculine. En effet, dès le milieu des années 2000, des partisans du différentialisme juridique et politique, essentiellement des juristes et des magistrats, dans leur immense majorité des hommes européens, ainsi que des membres du Sénat coutumier, qui est à ce jour encore une institution entièrement masculine, se sont employés à promouvoir une vision figée et passéiste de l'identité kanak. Au nom des us et coutumes, l'exclusion des femmes de la sphère politique coutumière a été justifiée. À la notion d'égalité homme-femme était opposée la notion de complémentarité des sexes. Et le caractère patriarcal de la société kanak était posé comme un principe intangible. Alors la formalisation du droit civil coutumier kanak dans ces années-là, qui avait été décidée par l'accord de Nouméa,
s'est également faite au détriment des enfants et des femmes kanaks de statut coutumier reconnus victimes de violences, puisque dans le droit français, l'indemnisation pour les préjudices subis, comme d'ailleurs les ordonnances de protection, dont je parlerai après, relève du droit civil et non du droit pénal. De 2004 jusqu'à 2013, donc pratiquement 10 ans, les victimes kanaks, afin d'être indemnisées, devaient lancer une nouvelle procédure devant un autre tribunal que celui qui avait condamné l'agresseur, un tribunal avec des juges coutumiers, à 95% des hommes âgés, dont certains sont assez peu enclins à reconnaître les droits des femmes et des jeunes. Et je renvoie là-dessus aux écrits de Benoît Trépied, qui a observé des séances de justice des affaires familiales à Nouméa. Beaucoup de victimes, de ce fait, renonçaient à se faire indemniser, et ce n'est qu'au terme d'une lutte juridico-politique menée par l'association SOS Violence Sexuelle que la loi a finalement changé et a permis aux victimes kanaks de se faire de nouveau indemniser, comme toutes les autres victimes, dans la foulée du procès pénal par les mêmes magistrats. Alors, les ordonnances de protection, qui existent depuis 2009 dans la loi française, sont elles aussi des procédures civiles. Elles permettent aux juges aux affaires familiales de statuer en urgence pour protéger une femme menacée et ses enfants pendant une période de 4 mois, sans même que cette femme ait eu besoin d'engager une procédure pénale. Mais si la femme qui demande l'ordonnance de protection et de statut coutumier, le juge aux affaires familiales ne peut prendre de décision sans juge coutumier. Or, leur convocation prend du temps avec un résultat aléatoire. Aussi, n'y a-t-il actuellement que 2 dossiers en cours actuellement qui concernent des femmes kanaks de statut coutumier. Alors, à la différence de cette ordonnance de protection, l'éviction du conjoint violent du domicile est une procédure pénale dans le droit français qui existe depuis 2005, mais qui jusqu'à présent n'est pas appliquée non plus quand le conjoint réside sur terre coutumière, faute d'accord pour cela des instances coutumières. Cependant, on note qu'avant la généralisation du recours à la justice pénale française, l'un des châtiments décidés par les aînés, les hommes aînés d'un groupe kanak, ce qu'on appelle les autorités coutumières, en cas de faute grave d'un des membres, était, et cela se fait toujours, l'éviction temporaire ou définitive du contrevenant du lieu de résidence du groupe. Ce qui, à contrario, semblerait indiquer qu'un mari violent, un conjoint violent, ne commet pas une faute passible d'un châtiment sérieux puisqu'on ne peut pas l'expulser jusqu'à présent. Plus récemment, un autre discours encore a contribué à obscurcir le débat sur la prise en charge des victimes. Il est porté non pas par un juriste, mais par un sociologue kanak chargé par la province Nord en 2010 de faire une étude sur la question des violences faites aux femmes. Il reconnaît certes que les femmes kanak payent un bien plus lourd tribut que les autres calédoniennes en termes de souffrance, mais parmi les facteurs explicatifs retenus, il n'évoque ni les normes de genre, ni même ces facteurs proprement sociaux que sont la pauvreté et l'isolement géographique. Seule est convoquée la responsabilité de la colonisation et de la christianisation dans les processus de déliaison sociale qui affectent
la société kanak d'aujourd'hui. Cette déstructuration, selon lui, se manifeste par toutes sortes de dysfonctionnements, parmi lesquels, alors je cite, un affaiblissement des figures d'autorité et des liens de parenté, une renégociation des rôles sociaux. Bon, et là, je dirais qu'il faut comprendre la mise en cause des normes anciennes par les femmes et les jeunes. Parmi les dysfonctionnements, il cite aussi l'assouplissement des règles d'alliance, c'est-à-dire le libre choix du conjoint, et les violences tant agies que subies seraient une conséquence du changement social. Il faudrait donc, grâce à des démarches coutumières appropriées, travailler à la restauration des places de chacun et de chacune, normaliser les situations, redonner, je cite, du sens et de la légitimité pour les faire rentrer dans les clous. Alors même que ces 2 dernières décennies, le nombre de dissolutions de mariages coutumiers, à l'initiative, dans leur majorité des cas, des femmes, a énormément augmenté, ce sociologue affirme que dans la société kanak, la rupture n'est jamais envisagée. La femme sait qu'un jour ou l'autre, elle ou ses enfants vont le payer. Avant d'être victime, la femme est kanak, fille d'eux, avec tous ses attributs. Aussi considère-t-il le recours aux institutions du social ou de la justice et l'éloignement des victimes de chez elles comme potentiellement nocifs, car ces mesures les couperaient de leur identité. Alors, depuis que la voix forte de Dewe Gorodé s'est tue, la perspective féministe paraît donc marginalisée. Dans l'une de ses dernières interventions publiques, en 2016, elle rappelait « La société confère, je cite, la société confère des rôles à chaque sexe. Aujourd'hui, les femmes en pâtissent, dans la coutume kanak, comme dans les autres sphères en Calédonie. C'est contre les effets inégalitaires de ces stéréotypes de genre, de ces conservatismes que nous travaillons. Ce que la société a fait, elle peut le changer. Il faudra que la femme kanak entre au statut coutumier parce qu'on ne peut pas l'écarter des questions d'identité kanak, d'héritage culturel, de coutume. La femme finira par faire entendre ses droits. » Alors, la conséquence de la contre-offensive que j'ai essayé de décrire est que les violences faites aux femmes ont cessé de faire l'objet de politiques publiques. Pourtant, les institutions en charge de la femme, de la condition féminine ou de la femme et de la famille sont très nombreuses en Nouvelle-Calédonie. Mais elles adoptent le plus souvent un discours assez vague et creux sur le genre et l'équité de genre, qui se veut conforme à celui des instances internationales, par exemple la Commission pour l'élimination de la violence envers les femmes, et dans le même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, et dans le même temps compatible avec le référentiel coutumier et religieux de la Charte du peuple kanak. Désormais, on observe, lors de ces événements institutionnalisés et organisés par le gouvernement ou les provinces, que sont la journée du 8 mars, appelée localement Journée de la femme, plutôt que la Journée des droits des femmes, et celle du 25 novembre pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on observe donc que la préséance est donnée aux représentants du patriarcat, non seulement les coutumiers, mais aussi les pasteurs et les prêtres, ce qui est nouveau car dans les rassemblements du mouvement associatif féminin jusqu'aux années 2010, il n'était pas invité à présider. On observe aussi que l'agenda des associations de femmes rurales, pour la plupart désormais entièrement financées par les institutions et de ce fait
plus ou moins sous tutelle, revient à des activités telles que la cuisine, la couture, le tressage des nattes, et que les problématiques concernant l'égalité ont régressé. Les seuls nouveaux dispositifs d'accompagnement des victimes mis en place ont été des permanences généralistes d'accès aux droits qui se tiennent environ une fois par mois dans certains dispensaires du Nord depuis 2014 et dans ceux des îles depuis 2016. Les violences faites aux femmes, qui sont catégorisées comme violences intrafamiliales, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement ce que ça regroupe précisément, concernent environ 30% des consultations. En matière de structure d'hébergement d'urgence, bon, la situation est assez catastrophique puisque les 120 places en province sud réparties dans 3 foyers sont saturées. Les 2 places existantes dans le nord sont insuffisantes et il n'y a rien dans la province des îles. Alors 2 associations, une association d'aide aux victimes de l'IFU et une association de femmes à l'échelle du pays ont bien tenté d'ouvrir des lieux, mais dans le cas de l'IFU, cela n'a pas abouti. Et dans l'autre cas, à Mont-d'Or, une commune du Grand Nouméa, il s'agit d'un refuge géré par des bénévoles, ouvert seulement 3 nuits durant les week-ends, quand les structures officielles de la province sud sont fermées, en attendant que les femmes puissent éventuellement les rejoindre. Alors, en l'absence de structure d'hébergement, c'est un projet de famille d'accueil sur le modèle de celles dans lesquelles sont placés des enfants ou des adolescents en difficulté, qui est maintenant envisagé pour les femmes par les services provinciaux du Nord et des îles. Alors l'idée est non seulement de soustraire temporairement au danger les femmes qui sont dans des situations de violence paroxystique, mais aussi d'éviter que les femmes n'aillent se réfugier à Nouméa. Alors le service de la femme de la province Nord travaille ainsi à établir un réseau de familles, préférentiellement de haut rang, qui seraient tenues secrètes, susceptibles de recevoir temporairement une femme en danger et de la cacher dans une commune différente de la sienne. Le service de la province des îles, pour ce projet de famille d'accueil, s'est tourné vers les églises pour trouver des refuges sanctuarisés. Alors, un chez un pasteur à l'IFU, un autre également chez un pasteur à Ouvéa, et un troisième dans un presbytère catholique à Marais. Mais même envisagées à titre très transitoire, ces solutions interrogent. D'abord, ni le haut rang, ni la consécration religieuse ne constituent une assurance contre la perpétration des violences de genre. Aux îles Loyauté, la chronique a été très récemment défrayée par l'inculpation pour viol du fils d'un des grands chefs de l'île qui est censé lui succéder. Il n'est pas non plus évident qu'une femme kanak, victime de violence, ne préfère pas se retrouver dans une structure avec d'autres femmes dans son cas et l'aide de professionnels pour l'accompagner et pour réfléchir à un projet à moyen et à long terme, plutôt que dans une famille normée, voire normative, ou un lieu confessionnel. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'église de Polynésie, mais dans l'église de Kanaki, protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, les pasteurs ne peuvent pas avoir dissous leur mariage. Sinon, ils sont expulsés de leur fonction pastorale. Ensuite, dans ces familles, rien ne garantit la sécurité de la femme, ni même celle de la famille d'accueil. Si le conjoint violent arrive à savoir où se cache sa compagne,
ce qui n'est jamais très difficile dans des sociétés de petite dimension comme le sont les îles. Enfin, ce dispositif n'est envisagé que comme un répit, un court répit. Après quelques jours, une semaine maximum, sans perspective ni appui solide pour penser l'après, il est plus que probable que la victime, une fois la crise passée, retournera chez son conjoint. Alors, pour illustrer ce changement de paradigme dans la conceptualisation des violences faites aux femmes et la prise en charge des victimes, je trouve qu'il n'est pas inintéressant de relever que dans le tout nouveau gouvernement calédonien installé en juin 2019, la question des violences faites aux femmes est, pour la première fois depuis 15 ans, disjointe de la condition féminine. C'est maintenant l'élue calédonienne européenne, une anti-indépendantiste, chargée de l'enseignement, qui est nommée responsable en plus à la fois du handicap, de la famille, de la lutte contre les violences intrafamiliales et du bien-être animal. Alors toutefois, depuis 2017, en Nouvelle-Calédonie se manifeste une mobilisation nouvelle des femmes et de la société qui a pour caractéristique de n'être guidée par aucun parti constitué, ni encadrée par aucune institution, ni même association, et qui s'inscrit clairement dans la nouvelle internationalisation des luttes des femmes avec la vague MeToo et Time Up. Le 25 novembre 2017, il y a 2 ans, donc un mois après l'affaire Weinstein, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une pétition d'un collectif pluriethnique, Femmes en colère, intitulée Femmes en colère, dénonçait les inégalités et les violences faites aux femmes dans la société calédonienne, qui était qualifiée de conservatrice et de machiste, et recueillait en quelques heures au marché de Nouméa plus de 400 signatures. La mobilisation est devenue encore plus visible début 2018, à la suite d'un viol avec mutilation des organes génitaux d'une jeune femme kanak, et en 2019, après 2 féminicides commis à quelques mois d'intervalle, tous 2 également sur des femmes kanak. Alors, ce qui ne s'était jamais vu jusque-là, des femmes, en grande majorité des Kanaks, ont envahi l'espace public pour protester, non seulement à Nouméa, mais aussi dans de nombreux villages. Alors, la question de la prise en charge des violences faites aux femmes a disparu des politiques publiques, mais le nombre de femmes qui portent plainte et qui ont recours au bureau d'aide aux victimes de la police dans le Grand Nouméa n'a cessé d'augmenter. Entre 2012 et 2017, il a plus que doublé. Quant à la gendarmerie, qui opère en milieu rural, les affaires de violence conjugale représentent plus de 75% des plaintes. En 2018, par rapport à l'année précédente, on relève une augmentation de 5% des procédures judiciaires pour violences conjugales. Alors, 1200 procédures judiciaires. La première intervenante, Madame Sachet, je crois, a dit qu'en Polynésie, il y en avait un peu plus de 900 ce matin. Voilà. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a 1200 procédures judiciaires pour violences conjugales, alors qu'il n'y a eu que 187 procédures pour vol avec violence. Alors, bien qu'il y ait dans l'ensemble peu d'ordonnances de protection rendues, néanmoins, elles ont été 2 fois plus nombreuses en cette année que l'année précédente. Au premier semestre 2019, l'augmentation des dénonciations de violences conjugales apparaît considérable.
presque 16% en plus. C'est tout à fait étonnant. La moyenne au plan national, c'est 3%. Alors cette augmentation est certainement à mettre en rapport avec la mobilisation des femmes dont je viens de parler, mais aussi avec la publicité donnée aux mesures récentes prises par le procureur de la République. Les policiers et les gendarmes ne doivent plus jamais refuser les plaintes pour violences conjugales, ni les transformer en main courante, et les auteurs seront poursuivis par le ministère public, même si la victime refuse de déposer plainte ou si elle la retire. Alors, le principe d'une judiciarisation et d'une pénalisation croissante de la violence de genre a été en son temps consacré par le mouvement féministe. Comment ? J'ai plus d'images ? Ça devrait être là-dessus. Bon, excusez-moi, il y a un petit... Alors, donc je disais que les féministes ont toujours soutenu l'idée d'une pénalisation des violences de genre. Mais la pénalisation n'a jamais été conçue que comme l'un des volets d'un répertoire d'actions organisé en 3 dimensions indissociables, qui sont dénoncées, conscientisées et hébergées. Et en Nouvelle-Calédonie, comme je l'ai montré, les 2 derniers volets sont absents des politiques publiques. Seule a été mise en avant la judiciarisation qui s'inscrit dans le plan zéro tolérance du gouvernement, destiné à lutter contre l'insécurité et la délinquance, dans une logique de maximisation des arrestations, des poursuites et des incarcérations. Alors, une réponse de cette nature peut satisfaire temporairement la demande sociale, mais il faut noter que loin de dénoncer le caractère structurel de la violence exercée contre les femmes, elle réduit le problème à la responsabilité individuelle des auteurs. De plus, avec les pesanteurs de la justice qu'on connaît, une telle logique ne peut que renforcer l'encombrement des tribunaux et par conséquent, les décalages entre les infractions et les sanctions, source d'énormément d'incompréhension et de frustration de la part des justiciables. Par ailleurs, la place croissante accordée à la pénalisation interroge d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte socialement et communautairement très clivé, où le taux d'incarcération est le double de ce qu'il est en France métropolitaine, et où les incarcérations concernent à 93% des hommes kanaks. Cette nouvelle politique pénale calédonienne n'est pas sans évoquer la politique répressive américaine, avec le reporting obligatoire des faits de violence conjugale, les arrestations même en cas de retrait de plainte, mandatory arrest, et les poursuites qui vont jusqu'au bout de la procédure dans un contexte d'incarcération extrêmement important, par exemple des hommes africains américains. Or, des travaux empiriques ont montré le succès très relatif de ce genre de politique répressive, à l'inverse des dépôts de plainte par leurs compagnes qui sont davantage efficaces. Les arrestations systématiques des auteurs par la police ont un effet mineur et statistiquement non significatif sur la récidive des violences conjugales dans les quartiers pauvres afro-américains. Des résultats qui interrogent sur ce qui semble contribuer, dans le cadre du plan zéro tolérance contre la délinquance du gouvernement calédonien, à une politique de criminalisation de la vie quotidienne kanak, plutôt qu'à une mobilisation pour changer
les conditions socio-économiques et les normes de genre.